Bonjour à toutes et tous, Fabien Clerc, CSE Matin. Je suis en ce début d'année ravi d'accueillir nos amis de Sweezy et en particulier Ali Benhadj. Une rencontre importante en ce début d'année parce que pour bien commencer cette année, certains peut-être sont en début de mandat. C'est important de travailler ensemble à bien identifier ce que sont à la fois les nouveautés, alors on appelle ça éviter les pièges, en tout cas le cadre de la réglementation URSSAF qui va s'appliquer au quotidien chez vous, pour vous qui animez, faites vivre vos CSE au quotidien. Alors mon cher Ali, vous êtes cofondateur associé, responsable de projet chez Sweezy, Delta CE, et vous avez, on va dire, plus de 25 ans d'expérience, c'est ça Ali, dans l'accompagnement des CSE? Oui, tout à fait. Ça fait déjà quelques années, nombreuses années, que je suis les comités d'entreprise. Donc, j'ai installé plus de 1000 CSE en termes de paramétrage d'activité, en termes de comptabilité et de communication. Et donc, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de voir soit des CSE avec des règles un peu compliquées ou qui étaient un petit peu en porte-à-faux vis-à-vis de l'URSSAF, soit qu'ils ont eu des contrôles. Parfois, c'était bien passé et d'autres fois, c'était un petit peu plus compliqué. Donc, je vais essayer de vous transmettre un petit peu cette expérience et les cas de figure que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Voilà, sachant que tout l'enjeu, c'est de vous outiller au mieux pour vous faire gagner du temps. Vous avez la bonne idée, et vous êtes près de 500 ce matin, d'investir 7 heures pour ensemble gagner du temps et surtout éviter des risques inutiles dans les semaines et les mois qui viennent. Alors pour commencer, je vous présenterai rapidement l'économie de notre séquence et on va regarder les slides correspondantes. Voilà. On va regarder tout simplement ensemble ce que sont d'abord les règles de conformité URSSAF et puis surtout les nouveautés 2025, tout ce qui va changer. On va regarder ensemble aussi des conseils bonnes pratiques pour rester conforme, sécuriser votre situation dans le temps. Et puis, on échangera avec vous. Alors, vous avez vu, vous avez un chat, on vous voit arriver. On est ravis de vous accueillir parmi nous avec Ali. Et on pourra vous faire interagir. On aura des petits sondages, donc n'hésitez pas à répondre. Et puis, vous aurez, comme pour tous les webinaires de CSE Matin, l'accès au replay. Vous aurez également la possibilité de récupérer plus tard la présentation que nous allons dérouler avec mon cher Ali. Alors, Ali, on va regarder peut-être d'abord qui êtes-vous, Sweezy. On va dire quelques mots de votre activité. Oui, alors Sweezy, c'est une solution qui existe depuis, on le verra tout à l'heure, 12 ans. Donc notre activité principale, c'est l'édition de solutions logicielles pour les CSE et puis bien sûr, toutes les plateformes d'avantage. Donc je vais vous présenter ça un peu plus en détail. Donc voilà. Alors, donc Sweezy, nous sommes une société qui reste à taille humaine. On est une quarantaine de personnes basées en France, sur l'Île-de-France, et également en Alsace. C'est là où on a notre équipe R&D. Et donc, on a installé nos solutions dans plus de 650 CSE aujourd'hui, à la fois des petits comités d'entreprise, c'est-à-dire une cinquantaine, soixantaine de salariés, jusqu'à des structures qui ont plus de 10 000 ouvrant droit et plus de 13 000 ayant droit, donc enfants et conjoints. Voilà, on est un peu dans tous les secteurs d'activité. On représente à peu près 500 000 utilisateurs bénéficiaires sur notre plateforme d'avantages et de réduction. Et tout ça est à partir de solutions qui ont été réalisées depuis pratiquement maintenant plus de 12 ans et qui ont évolué avec le temps en fonction des besoins, des règles des CSE. On a des valeurs assez fortes dans nos équipes. On a une notion vraiment de qualité de produits et de services, de proximité bien sûr avec nos clients et voilà, et de bienveillance en interne à la fois pour nos équipes et également dans notre relation avec nos clients. À titre d'information, donc on a 12 ans d'existence, on a des clients qui sont encore là depuis plus de 11 ans. Une très très grande partie de ceux qui nous ont fait confiance au départ sont encore là. Et pour nous, c'est une marque importante de confiance et on essaye de l'entretenir du mieux que possible.
Bon, et une proximité, vous n'êtes pas qu'en Île-de-France, on l'a dit, le développement se fait en Alsace et vous parcourez la France sur les territoires pour rencontrer au quotidien les acteurs de la vie sociale des entreprises que vous êtes. Tout à fait. Voilà, alors je le précise aussi, on a un bureau dans le nord, à Lille, et puis un autre bureau dans le sud-ouest, et on va prochainement ouvrir plusieurs bureaux un peu partout en région pour être encore plus proche de nos clients qui sont vraiment partout en province, mais également dans les dom-toms. Donc j'en salue certains qui sont en Guadeloupe, à l'île de la Réunion, et même on a également aussi Ariane en Guyane. Donc je les salue au passage. Voilà. Bon, alors vive la proximité. Alors, la conformité URSSAF, un sujet, je dirais un sujet à risque pour les CSE. Et en fait, ce dont on va parler, Ali, il s'agit rarement, il ne s'agit évidemment pas de fraude, il s'agit plutôt d'anticiper, de se protéger contre les éventuelles erreurs de gestion et qui sont toujours possibles pour une entreprise, mais aussi pour un CSE, sachant qu'un CSE est animé par des gens qui n'ont pas forcément toujours été formés en amont. Tout à fait. La relation qu'a le CSE avec l'URSSAF est pas nécessairement facile parce que certains éléments sont assez précis. On le verra tout à l'heure, notamment, je pense, à la partie chèque cadeau, et encore, il faut rentrer un peu dans le détail. Et certaines sont beaucoup plus floues. Il faut faire attention à ce que l'on fait à ce moment-là. Il faut se référer à ce qui existe, il faut se référer à son expert comptable, à des conseillers également juridiques. Donc nous, on le voit avec nos clients, parce qu'il y a quand même une vraie problématique, c'est que tout ce qui est proposé au CSE est dans une tolérance, ce n'est pas une loi précise au départ, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, ça reste à l'interprétation du contrôleur URSSAF, et l'interprétation, elle est à chaque fois un peu particulière, à la fois d'un contrôleur à un autre, d'une région à une autre. Et donc, il faut, entre guillemets, se sécuriser en respectant au maximum toutes les recommandations de l'URSSAF. Et on va voir, il y a des instruments juridiques aussi qui permettent quand même de sécuriser, parce que cette histoire de tolérance, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire qu'on est sur, allez, on va dire une brèche ouverte, une possibilité d'agir de manière non socialisée économiquement pour le CSE, mais cette ouverture est très restreinte et susceptible d'évoluer simplement dans l'interprétation. C'est tout l'objet de ce qu'on va voir ensemble ce matin. Alors, donc, on va commencer un petit peu par rapport aux nouveautés 2025. Alors, premier point qui est important, la suppression du critère d'ancienneté pour les ASC. Ce critère existait il y a quelques années. Beaucoup de CSE mettaient par exemple en place le critère de 6 mois d'ancienneté pour accéder aux activités du CSE. Ça s'explique parce que tout simplement le calcul des ASC est fait sur la masse salariale, et on se dit, voilà, un salarié qui arrive dans l'entreprise, théoriquement, il n'aurait pas le droit aux activités du CSE parce que tout simplement, il n'a pas cotisé, et que ce sera les autres salariés qui, en fait, ont cotisé, qui vont payer pour lui. Le problème, c'est que ça a été retoqué par l'URSSAF il y a maintenant, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 3-4 ans. Et il restait encore un petit doute. Ce qui s'est passé, c'est que maintenant, c'est bien établi, à partir du 1er janvier 2026, toutes les prestations qui sont conditionnées à l'ancienneté ne pourront plus bénéficier d'une exonération de charges sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez absolument maintenir ce critère, eh bien, vous allez payer dès le premier centime d'euro que vous allez verser aux salariés, vous allez payer les charges sociales. Donc, tout ça perd son intérêt. L'objectif, quand même, pour le CSE, c'est de donner des prestations, des services qui ne lui coûtent pas d'argent en plus en charges sociales. Donc, il va falloir trouver d'autres critères que l'ancienneté. Il va falloir retirer de toutes vos activités. Donc, vous avez encore cette année, mais à partir du 1er janvier 2026, ça sera terminé. Oui, je réponds à quelques-unes vous avez raison, à quelques-unes des remarques qui nous sont faites par nos participants. Les cotisations sociales, l'assujettissement aux cotisations, d'abord, il est la contrepartie simplement d'une partie des services, on va voir lesquels ensemble, et puis les salariés ne cotisent pas. S'il y a un moment, si elle est socialisée,
vous serez impacté sur les cotisations du salarié. Ce qui est important qu'on va voir ensemble, sur cette règle de non-conditionnement à l'ancienneté, c'était un sujet, par exemple, pour les alternants. Les apprentis, les salariés les stagiaires également, enfin voilà, tous ceux qui arrivaient pour une période assez courte. Voilà. pouvaient se retrouver. Voilà, la question ne se pose plus. Donc maintenant, c'est clairement établi. Et il faut partir sur d'autres critères. Il y en a d'autres, on pourra l'évoquer, qui existent, qui permettent quand même, entre guillemets, de lisser un petit peu tout ça. Alors, le deuxième point pour 2025… On nous demande pendant la période d'essai, ouverture du contrat de travail, dès le premier jour. Conditionné, voilà, à la fin de la période d'essai. Alors, l'idée là, c'est qu'il n'y a plus d'ancienneté. Maintenant, il y a d'autres cours, je l'expliquerai tout à l'heure, pour un petit peu détourner ça. Mais normalement, quelqu'un qui arrive, même s'il est en période d'essai, il est salarié de l'entreprise et il peut demander à accéder aux activités du CSE. Donc là-dessus, ça sera quand même compliqué d'aller à l'encontre de ça. Le risque est toujours le même, c'est qu'en cas de contrôle, c'est redressement. Voilà, c'est ça le vrai risque. Deuxième point, aussi, le renforcement des obligations de non-discrimination. Donc, toute forme de discrimination dans l'attribution des avantages est interdite. Donc, en fait, le CSE doit vérifier quand il va faire ses attributions, qu'il est bien objectif et transparent. Alors, discrimination, je vais vous donner un exemple très simple, c'est dire, par exemple, les cadres n'ont pas droit au chèque vacances. Voilà, ça, c'est une vraie discrimination. Et les employés auraient droit au chèque vacances. Donc là, on ne peut pas le faire. Par contre, on peut tout à fait définir que les employés ont une participation sur les chèques vacances qui est plus importante que celle des cadres. Donc là, il n'y a pas de discrimination. Donc, bien faire attention aux éléments qu'on va utiliser et ne pas mettre de côté un certain nombre de salariés qui pourraient se retourner tout simplement contre le CSE. Juste pour répondre, Ali, à quelques toutes petites questions, ça va être rapide. Les CDD à répétition, les temps partiels bénéficient au même titre que les autres des prestations. Voilà, ça serait une discrimination de ne pas le donner, par exemple, au temps partiel. Voilà, on est tout à fait d'accord là-dessus. Et pareil, dès le premier jour. Donc, je peux comprendre que ça peut être compliqué pour certains CSE parce que ce changement de règles dans les activités fait qu'ils ne vont peut-être pas pouvoir distribuer de la même manière les mêmes montants aux salariés. Mais voilà, on reste sur le principe que c'est une tolérance de ne pas avoir de cotisation sociale à payer et qu'il faut absolument, entre guillemets, s'accorder avec entre guillemets, les conditions que met en place l'URSSAF. Sinon, de la même manière, c'est un risque. Les stagiaires, par exemple, on nous pose la question, rémunérés ou pas? Alors, je vais l'évoquer un peu plus tard. C'est dans les slides. Justement, on va se poser la question. Ensuite… Pardon, ce qu'on peut dire, Ali, un des enjeux, c'est de pouvoir démontrer, parce que les critères d'attribution, au moment où on va décider la mise en œuvre, ils peuvent être clairs, transparents. Après, il faut assurer leur traçabilité dans le temps et qu'on soit capable rétrospectivement de démontrer que les critères d'attribution ont été indiscutables au regard de la règle que vous venez d'évoquer. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de la transparence? Ça veut dire que les règles doivent être écrites. Voilà, je ne le fais pas à la tête du client. Alors, ça veut dire quoi, les règles écrites? C'est, par exemple, mettre ces règles dans un règlement intérieur ou dans un document, un triptyque qu'on va remettre aux salariés tous les ans en disant voici les nouvelles règles pour 2025, voici les nouvelles règles pour 2026 et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on a un document qui reprend les règles de subvention du CSE et qui soit accessible à l'ensemble des salariés. Voilà. Et pas une règle où on va calculer l'âge du capitaine et que le salarié n'est pas en mesure lui-même de comprendre ce à quoi il a le droit. Donc, bien faire attention à ça. Donc, ça doit être totalement transparent. Et en même temps, donc oui, voilà, avoir cette traçabilité parce que le jour où l'URSSAF va contrôler, il va vous demander vos supports, les différents documents, notamment comptables, mais également les documents mis à disposition des salariés.
Donc voilà, ça c'est le troisième point. Dernier point qui est important aussi, c'est l'augmentation du montant des chèques cadeaux. Vous savez que les chèques cadeaux sont entre guillemets basés sur le plafond URSSAF, c'est 5% du plafond URSSAF. Ce plafond URSSAF change tous les ans, il évolue, il est lié à l'inflation. Et là, le plafond depuis le 1er janvier est passé de 193 € à 196 € pour les chèques cadeaux que l'on peut donner aux différents événements d'IRSAF que l'on détaillera tout à l'heure. Un petit point rétrospectif, un petit point d'histoire qu'on rappelle très, très succinctement dans quel cadre on se situe, mon cher Ali. C'est la slide suivante. Oui. Alors, c'est important de resituer d'où vient le CSE. Les CSE ont été créés après la Deuxième Guerre mondiale. Notamment, c'était un petit peu une demande de résistants, on va dire de gauche, qui voulaient avoir une équité par rapport aux salariés et aux employés, aux travailleurs. Donc, ça a été mis en place à ce moment-là. Au départ, il faut quand même savoir, le job entre guillemets des CSE, c'était d'aider les salariés dans le pouvoir d'achat. On sortait de la Deuxième Guerre mondiale, il fallait tout reconstruire, le pouvoir d'achat était un vrai problème, et ils aidaient notamment, par exemple, à acheter les sacs de patates moins chers. C'est de l'achat en gros qui était revendu aux salariés à un tarif de gros. Donc voilà, ça c'était une des premières actions des CSE. Puis les CSE ont évolué, on leur a donné un petit peu comme prérogative d'aider les salariés à accéder aux loisirs, à la culture, c'est extrêmement important, aux vacances, et ils ont pris en charge un petit peu toutes ces activités. Et puis, il y a eu la loi Auroux en 1982, sous François Mitterrand, qui a mis en place le budget du fonctionnement, le budget obligatoire, le 0,2, qui a permis au CSE d'avoir un budget obligatoire, sachant que c'était au bon vouloir de l'employeur, le budget notamment des ASC. Et là, le 0,2, c'est pour tous les CSE de plus de 50 salariés. Et puis ensuite, il y a eu les ordonnances Macron, quand Macron était ministre de l'économie. Il a décidé de fusionner le comité d'entreprise, le CHSCT et les délégués du personnel en une seule entité, qui est devenue le CSE, donc depuis 2020. Et donc, on a des CSE maintenant à partir de 11 salariés, alors qu'avant, les CE n'existaient qu'à partir de 50. Donc, on a des CSE qui sont obligatoires à partir de 11 salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une entreprise qui a 11 salariés sur plus de 12 mois glissants à plein temps doit mettre en place des élections auxquelles se présenteront des salariés, et ils auront entre 11 et 20 salariés, deux titulaires, enfin deux élus, si je ne dis pas de bêtises, non, un élu, je crois, et un suppléant, et après c'est deux élus, deux suppléants, et ainsi de suite. Donc il y a des tranches. Par contre, ces entreprises entre 11 et 49 salariés, entre guillemets, n'ont pas de budget obligatoire pour le CSE. Il n'y a pas de budget de fonctionnement, il n'y a pas de budget des ASC. On est l'équivalent des délégués du personnel à l'époque du CE. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des questions qui sont posées à l'employeur, des réponses apportées par l'employeur, et ça se limite à ça. On ne lui impose pas de budget de fonctionnement. Pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc là, c'est le vrai CSE, comme on l'entendait au niveau du comité d'entreprise. Il y a un budget de fonctionnement qui est obligatoire. Par contre, le budget des ASC ne l'est pas. Il peut l'être par le biais de la convention collective, des accords de branche, des accords d'entreprise. Mais il faut savoir que le budget des ASC n'est pas obligatoire. Beaucoup d'entreprises entre 50 et 100 salariés n'ont pas de budget des ASC et n'ont qu'un budget de fonctionnement, ce qui peut être très compliqué pour proposer des choses aux salariés. Voilà. Et les entreprises de moins de 11 salariés, ce n'est pas une obligation. Donc, il y a très peu de CSE dans les entreprises de moins de 11 salariés. Voilà un petit peu à la fois les origines du CSE et puis l'état des lieux des CSE aujourd'hui.
Alors, beaucoup de questions, Ali, et ce que je dis à nos amis, c'est qu'on garde, il y a deux choses, il y a beaucoup de questions auxquelles on va répondre au fur et à mesure, donc soyez patients, et je suis absolument ravi avec Ali de voir que vos questions, vos besoins sont précis, rassurez-vous, on ne les oublie pas, et je prends en note celles qu'on garde pour la fin, si on a besoin de les préciser, de façon à ce que vous ayez tous la réponse aux questions dans la mesure du possible, qui sont les vôtres en ce début de webinaire. Alors, Ali, les grands principes. Alors, les grands principes, il faut savoir que par défaut, c'est ce qu'on a dit un petit peu tout à l'heure, par défaut, tout, entre guillemets, tout avantage qui est versé à un salarié est soumis à cotisation sociale. On considère que c'est une rémunération et que cette rémunération doit avoir des cotisations sociales qui sont versées à l'URSSAF. De base, c'est normal. Hein, voilà, c'est avec ces cotisations sociales voilà, qu'on paye la vieillesse, qu'on paye les allocations familiales, la sécurité sociale. Voilà, donc c'est un système qui est vertueux et qui est tout à fait logique et normal. Il y a quand même des tolérances. Il y en a trois que je vous présente. La première, quand c'est à titre de secours, quelqu'un qui est dans une situation difficile, très compliquée et exceptionnelle. Voilà, par exemple, une personne qui a, par exemple, un conjoint qui est décédé, on va pouvoir éventuellement l'aider. On peut avoir le cas de figure de quelqu'un qui est surendetté, on va pouvoir l'aider, mais c'est à titre exceptionnel. Et dans ce cas, il est plus facile soit de passer par une assistante sociale, soit éventuellement de payer les factures de la personne. Voilà, ça posera moins de difficultés vis-à-vis de l'URSSAF. Mais si on peut justifier que cette personne est par exemple en surendettement, on peut éventuellement lui verser une somme. Donc ça, c'est le premier cas de figure et ça ne peut concerner que quelques cas. Par contre, ça nous renvoie à cette histoire de traçabilité. Il faut garder, parce que le contrôle, il se passe sur 3 ans, on va le voir tout à l'heure. Il faut garder ces documents qu'on a à l'instant T qui ne posent pas de problème. Oui, mais il faut l'archiver. Voilà, tout à fait. Après, il y a le deuxième cas, s'il y a une exonération qui est prévue expressément par la loi. D'accord? Donc là, dans le cadre du partage de la valeur, par exemple, il a été expressément indiqué qu'on pouvait donner certaines primes qui étaient exonérées. Donc là, c'est écrit dans la loi, il n'y a aucun risque pour l'employeur et s'il y a quelque chose pour les CSE, ce sera de la même manière. Et le troisième cas de figure, c'est le champ de la tolérance administrative. Il faut comprendre que tout ce que fait un CSE rentre tout simplement dans une tolérance. Okay, cette tolérance n'est pas une loi à proprement parler, hein, c'est entre guillemets une directive qui était donnée par le ministère du Travail à l'époque, qui tolérait que les CSE puissent, entre guillemets, donner des prestations aux salariés sans avoir de charges sociales ou de cotisations sociales en face. Ce qui veut dire, Ali, que la doctrine peut évoluer, d'où l'importance de faire cette actualisation annuelle, d'où l'importance de rester connecté aux professionnels pour suivre les évolutions de cette doctrine qui ne donne pas forcément lieu à des textes évidemment législatifs puisque ça n'est qu'une tolérance. Tout à fait. C'est qu'une tolérance, donc il faut bien faire attention à ça. Et une tolérance ne peut qu'évoluer au fil du temps. Donc, bien faire attention, bien suivre l'actualité. Ce qui est toléré, accepté à une année ne l'est pas nécessairement l'année suivante. D'accord? Donc voilà, ça c'est un élément important. Ok. Question toute bête sur l'archivage. Quand on parle depuis le début du fait de conserver les traces, Arnaud demande si on peut garder des traces numérisées. Ali? Oui, oui, tout à fait. On peut garder des traces numérisées à partir du moment où on a bien la preuve du document. Voilà, il y a une signature électronique, par exemple, ou des choses comme ça. Après, il y a, on verra tout à l'heure, il y a la comptabilité, mais il y a les pièces qui, pour certaines, doivent être des originaux si on n'est pas capable, entre guillemets, de prouver que c'est bien un document numérique, entre guillemets, certifié. Mais on verra tout à l'heure. Avant tout ça, je voulais vous exposer un petit peu trois types d'activités pour que vous compreniez. Alors, on ne rentre pas dans le détail de toutes les activités, mais vous les avez globalement. Celles qui sont soumises à cotisation, celles qui sont exonérées de fait, et celles qui doivent l'être dans des conditions bien particulières. Alors, je vais commencer par celles qui sont soumises à cotisation. Voilà. Alors, la première, anniversaire de l'entreprise. Ce n'est pas une activité
entre guillemets, qui vous permet d'être exonéré de charges. Il faut le savoir. J'ai déjà vu des CE qui disent on va fêter l'anniversaire de l'entreprise, on va faire une fête au mois de juin, un barbecue. Non, ça ne c'est pas exonéré de charges si vous donnez un avantage aux salariés. Ce qui ne signifie pas qu'on ne peut pas le faire. Ça veut juste dire, sachez qu'il y aura un coût social. Exactement, voilà. Après, le barbecue en lui-même, ce n'est pas le problème. Hein. C'est si vous donnez un cadeau au mois de juin aux salariés. Voilà, là, il y a un problème. Deuxième point, c'est l'emprunt à taux zéro. On ne peut pas donner, en fait, entre guillemets, donner de l'argent aux salariés, enfin, prêter de l'argent aux salariés à taux zéro. Pour une raison très simple, c'est considéré comme une concurrence déloyale aux banques. Donc, il faut au minimum, on peut prêter de l'argent aux salariés, mais il faut qu'au minimum, il y ait un taux, et c'est souvent le taux de référence, c'est le livret bleu ou livret A, le taux de référence, voilà, pour ne pas rentrer en concurrence déloyale avec les banques qui, elles, entre guillemets, payent des charges, des cotisations, des impôts, hein, tout simplement. Ensuite, on ne peut pas, entre guillemets, payer les études des salariés. Voilà, là aussi. Alors, il y a une astuce, on le verra tout à l'heure, c'est quand même qu'il y a le chèque cadeau rentrée scolaire. Donc là, lui, il passe alors que dire je paye une facture d'études, c'est pas possible. Tout ce qui est avec le terme prime. Donc, bien faire attention, quand vous vous donnez une prestation, il ne doit pas y avoir le terme prime. Dès qu'il y a terme prime, boum, direct, là, vous êtes sûr de payer des cotisations. Alors donc voilà, prime naissance, mariage, etc. Tout ça n'existe pas aux yeux de l'URSSAF en termes de tolérance. Ensuite, tout ce qui est formation, formation de langue, permis de conduire ou BAFA, certains CE participent. Là aussi, il y a un vrai risque d'être, entre guillemets, d'être chargé par l'URSSAF. Et le logement, voilà. Donc, on vous a mis les principaux, il y en a encore d'autres petits, mais ça, c'est la majorité. Après, il y a les prestations qui sont exonérées. Donc là, il n'y a pas de sujet. Les chèques lire, chèques disque ou culture, là, c'est entre guillemets open bar. Donc, vous pouvez donner plusieurs centaines, voire des milliers d'euros en chèque lire ou chèque disque ou culture. Là, il n'y a pas de sujet. Pour le secours, de la même manière, quand vous voulez aider quelqu'un, comme on l'a vu, qui est dans le besoin, tout ce qui tourne autour du spectacle, de manière générale, voilà, les vacances également, tout ce qui est colonie de vacances pour les enfants, tout ce qui tourne autour du sport. Donc, tout ce qui est globalement sport, culture, vacances, loisirs, est exonéré. Après, il y a des conditions particulières pour certaines choses. Par exemple, les services à la personne, le garde d'enfants. Donc là, on a pareil un plafond de tête pour 2024, il est aux alentours de 2400 €. Il doit être réévalué, il devrait être aux alentours des 2500 € pour 2025, mais on n'a encore aucun document officiel qui le précise. Ce plafond est important parce qu'il sert aussi de référent pour d'autres prestations sur lesquelles on n'a pas de plafond indiqué. D'accord? Donc, voilà. Alors, je vais passer justement aux chèques vacances qui sont tout en bas. Les chèques vacances, il n'y a rien d'indiqué sur les chèques vacances. Donc, on pourrait donner, a priori, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros de chèques vacances. Mais il y a un risque. Et c'est là où on a, je dirais, il y a un problème, on ne sait pas quel est le montant qu'on pourrait donner en chèque vacances, ce n'est pas nécessairement précisé sur le site de l'URSSAF. Par contre, on a un petit peu des plafonds qui sont indiqués, et ce plafond d'aide à la personne est un référent sur lequel on peut s'appuyer pour les chèques vacances. Il suffit de ne pas le dépasser pour, entre guillemets, limiter le risque. Après, il y a tous les bons d'achat qu'on peut donner, naissance, mariage, adoption, rentrée scolaire, fête des pères, fête des mères, les Sainte-Catherine, les Saint-Nicolas et Noël salarié, Noël enfant. Là, on peut donner ces chèques cadeaux. On le verra tout à l'heure, il y a un plafond et il faut bien faire attention à ce plafond et pas le dépasser. Parce que si on le dépasse, en fait, on va être soumis à cotisation sociale dès le premier centime d'euro. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, bien faire attention de ne pas dépasser ce plafond. Les cadeaux en nature, c'est la même chose
que les bons d'achat. En fait, quand je donne un cadeau, on est dans les mêmes plafonds. La cantine, pareil, il y a des règles, on verra tout à l'heure. Les cartes de réduction tarifaires, bien à faire attention. Là aussi, il y a bien faire attention aux conditions. Ça ne se passe pas comme ça parce qu'il y a risque de cotisation. Alors, chèque lire, chèque disque, on l'a vu tout à l'heure, et les chèques vacances. Donc, voilà un petit peu. Alors, il y a d'autres activités. Alors, je ne rentre pas dans le détail parce que sinon, on peut y passer 1 heure. Mais vous avez l'essentiel de ce qu'on peut retrouver dans un CSE. Merci pour ce cadrage général. On va faire des focus plus détaillés. Alors, cadeaux et bons d'achat. Voilà, alors les cadeaux et bons d'achat, avec les vacances, c'est les principales activités. C'est là où vont les plus gros des budgets des CSE. Donc, tout ce qui est cadeaux et bons d'achat, c'est la même chose pour l'URSSAF. C'est-à-dire que vous donniez un cadeau ou un bon d'achat ou vous donniez les deux, il y a un plafond. Le plafond, comme je vous l'ai dit, c'est 5% du plafond de la Sécu. C'est 196 €, pas 95, 96 € en 2025. Et donc, jusqu'à ce montant-là, on est exonéré de charges. On n'a rien à payer. C'est-à-dire que si vous donnez 50 € à un salarié, pas de problème. Si vous donnez 100 €, il n'y a pas de problème. Si vous donnez 192 €, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous donnez 198 € ou 200 € ou 250 €, là, il y a un risque de payer des cotisations sociales. D'accord? Donc, ce plafond, oui. Ali, il y avait une question depuis tout à l'heure qui est revenue régulièrement. Qui paie les cotisations si il y a assujettissement à cotisation? Alors, normalement, c'est le CSE. Le CSE va être redressé et c'est le CSE. Si le CSE n'a pas les moyens de payer, eh bien, le contrôleur se retourne contre l'employeur. L'employeur doit être au courant des activités que vous proposez. Il est responsable du CSE, c'est le président du CSE, et il ne peut pas dire « je ne savais pas ». D'accord? Donc, il a une responsabilité, il doit payer ses cotisations sociales. Bien sûr, il y a quand même de fortes chances qu'il va demander au CSE de rembourser. Peut-être qu'il va l'échelonner, peut-être qu'il va le prendre sur le budget de l'année suivante, mais je pense qu'il va récupérer ses sous. Voilà. Mais de base, c'est le CSE. Si le CSE n'a pas les moyens, le contrôleur SAP va se retourner vers l'employeur. Et autre petite question toute simple, le 196 € s'applique par cadeau ou bon d'achat ou en plafond annuel? Alors, il s'applique par événement. Voilà, vous avez la liste des événements qui apparaît ici, naissance, adoption. Donc, vous avez une naissance, une adoption dans l'année en tant que salarié. Si votre CSE, entre guillemets, le souhaite, il vous donnera un bon d'achat. Il faudra bien sûr pour le CSE le justificatif. C'est-à-dire qu'il faut un certificat de naissance ou un acte de naissance qui prouve bien la naissance de l'enfant du salarié. Et on va l'appeler aide à l'équipement et pas prime naissance. Voilà, tout à fait. C'est un bon d'achat et ce n'est pas une prime. Voilà, c'est extrêmement important. En plus de ça, il faut que le bon d'achat naissance-adoption reste, entre guillemets, dans l'environnement de la naissance. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que je ne peux pas, par exemple, accepter ou tolérer que ce chèque soit utilisé, par exemple, chez Nicolas pour acheter une bouteille de vin, même si ça permettrait de fêter la naissance de l'enfant. Ce n'est pas possible, ça ne rentre pas dans le cadre du chèque cadeau. Le chèque cadeau, en fait, il doit être en lien avec l'événement. C'est-à-dire que le chèque cadeau naissance, ça doit être pour par exemple, acheter des vêtements pour le bébé, c'est pour acheter une poussette, c'est, entre guillemets, tous les produits qu'on peut trouver en puériculture. Donc, c'est ça qu'on peut et qu'on doit acheter avec le chèque cadeau. Donc, bien faire attention que les enseignes du bon d'achat correspondent bien à l'événement. On va avoir la même chose pour le mariage. Voilà, mariage Pax, on est dans le même cadre. Donc là aussi, le mariage ne pose pas de problème, bien faire attention quand vous allez faire vos règles. Pour le Pax, théoriquement, je peux me paxer 2 ou 3 fois dans l'année. Enfin, voilà, donc bien faire dans vos règles, mettre en place que c'est par exemple un Pax une fois, enfin un bon d'achat Pax une fois par an, par exemple. Attention au cumulard des Pax. Exactement. Alors, à mon avis, c'est rare, mais ça pourrait tout à fait.
Voilà, la retraite aussi, vous pouvez aussi donner un chèque cadeau aux retraités, en plus de la médaille du travail. Il y a la fête des mères et la fête des pères. Là aussi, attention, c'est bien précis, c'est la fête des mères et des pères. C'est pas la fête des femmes et c'est pas la fête des hommes. Donc, il faut que le salarié ou la salariée soit bien maman. Alors, elle peut avoir un enfant qui est un Tanguy, hein, il a 35 ans, mais elle est bien maman, même avec un enfant de 35 ans, elle est considérée comme maman et donc elle a le droit à son chèque cadeau fête des mères. Mais si la salariée n'a pas d'enfant, vous ne pouvez pas lui remettre théoriquement un chèque cadeau fête des mères ou pour le salarié chèque cadeau fête des pères. Ensuite, on a quelque chose qui est plus rare, les Sainte Catherine, ça, je le vois pratiquement plus dans ou la Saint-Nicolas, encore moins. Voilà, Saint-Nicolas aussi, c'est assez rare. Ça, on en trouve encore entre guillemets, dans les régions de l'Est, donc un petit peu la Lorraine et l'Alsace, mais de manière générale, c'est quand même assez rare que ce soit mis en place dans les CSE. Et bien sûr, le plus important, c'est le chèque cadeau Noël pour les salariés et pour les enfants. Donc là, pour le salarié, c'est très simple. Hein, donc c'est le chèque cadeau qu'on peut donner à l'ensemble des salariés. Et pour les enfants, il y a quand même une règle à bien faire attention, c'est que ça doit être les enfants de moins de 16 ans révolus dans l'année civile. Donc, bien faire attention, il y a une notion d'âge. Alors là, je vois que dans les slides, il manque un chèque cadeau qui n'a pas été indiqué, c'est celui de la rentrée scolaire. Donc, la rentrée scolaire, vous pouvez donner un chèque cadeau aux enfants jusqu'à 25 ans, pareil, révolu, mais il vous faut un certificat de scolarité de l'enfant. OK ? Alors, une chose que j'ai eue, théoriquement, à moins de 16 ans, un enfant est scolarisé. OK ? Donc, théoriquement, on n'a pas besoin de demander un certificat de scolarité à des enfants de moins de 16 ans. On le demande pour les 16 à 25 ans. J'ai quand même eu des cas de figure où l'URSSAF demandait le certificat de scolarité pour une raison assez simple. C'était pour justifier que l'enfant était bien scolarisé en France. Voilà. Donc, si vous avez un salarié qui a des enfants qui sont restés à l'étranger, eh bien, théoriquement, il n'a pas le droit à ce chèque cadeau. Et donc, le fait d'avoir le certificat de scolarité qui est bien en France vous garantit vis-à-vis de l'URSSAF. Voilà. Maintenant, ce n'est pas tous les contrôleurs qui le demandent, mais j'ai déjà eu le cas de figure. Voilà, entre guillemets, pour les bons d'achat. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, alors il y a beaucoup de questions d'ajustement. Par exemple, les 16 ans, c'est un plafond maximum pour l'aide à la rentrée. On peut définir un plafond inférieur, mais pas supérieur. On est bien d'accord, Ali? Pour la rentrée scolaire? Oui. Non, pour la rentrée scolaire, alors, il y a quand même un risque de discrimination. À partir du moment où un enfant est scolarisé, il est scolarisé. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Dire que je le donne à la cause enfant de 14 ans, ça peut poser un vrai problème, ça peut être un vrai sujet de discrimination. Il n'y a pas de raison. À partir du moment où il est scolarisé, il est scolarisé. Après, je peux comprendre que ce soit un problème de budget pour le CSE, parce que donner un chèque cadeau à tous les enfants, souvent c'est quand même un multiple de 2 par rapport aux salariés. Moi, la solution, c'est de donner peut-être des montants un peu inférieurs. Voilà. Et Florence nous demande d'ailleurs, est-ce qu'il y a la notion de charge de l'enfant ou pas? Qu'est-ce qui se passe pour les enfants, pour les parents séparés? Si on n'a pas ou si on n'en a qu'un. Oui. Alors, théoriquement, il faut, pour être tranquille, il faut se baser sur la notion de charge. Voilà, est-ce qu'il est charge fiscalement l'enfant, est-ce que voilà, le problème est souvent plutôt pour les familles recomposées. Voilà, c'est-à-dire que voilà, moi je peux d'un premier mariage avoir eu 2 enfants, je suis en couple, j'ai mes 2 enfants et ma conjointe on a 3, et puis ensuite elle a eu 2 enfants d'un autre mariage et ainsi de suite. Donc on peut se retrouver avec beaucoup d'enfants. L'idée, la base la plus simple, c'est de est-ce qu'ils sont à charge fiscalement? Est-ce qu'ils font partie du foyer fiscal? Et voilà, avec cette règle, vous réduisez, vous limitez le risque. Et ce que Nathalie pointe du doigt, c'est ce que vous décriviez, Ali, c'est le cas, je fixe un plafond à 14 ans pour l'aide à la rentrée scolaire. On a le petit risque de discrimination où il va falloir... Oui. Pourquoi 14 ans et pas 18 et pas 22? Enfin, voilà.
Voilà, On il faut faire attention à ça. de maîtriser le coût, mais ce critère de l'âge est un petit critère à risque. D'accord. Ouais. Alors ensuite, j'en arrive à dans quel cas un CSE peut être contrôlé par l'URSSAF. Il y a 2 cas de figure qui arrivent. Le premier, le CSE n'est pas employeur, c'est-à-dire que le CSE n'a pas de salarié dans le CSE, il n'a pas un employé ou une employée du CSE. Dans ce cadre-là, c'est l'entreprise qui va être contrôlée. D'accord ? Quand l'entreprise est contrôlée, eh bien, de manière générale, le CSE va l'être avec l'entreprise. Donc, entre guillemets, le contrôleur vient contrôler la société et en même temps, il va demander un petit peu les comptes du CSE. Alors, il arrive que des CSE ne soient jamais contrôlés parce que, en fait, les juridictions des contrôles URSSAF sont par région. Il se peut que le siège social, par exemple, soit sur l'Île-de-France et l'établissement est, par exemple, à Toulouse. Et donc, le contrôleur n'ira peut-être pas demander les comptes de Toulouse. Ça peut arriver. Certains vont le faire, d'autres pas. Donc voilà, il peut arriver que le CSE ne soit jamais contrôlé. Ça reste quand même assez rare, mais c'est possible. Donc, par défaut, dans 95% des cas, le CSE n'est pas contrôlé parce qu'il est CSE, il est contrôlé parce que son employeur est contrôlé et qu'en même temps, lui-même est contrôlé avec l'entreprise. Deuxième cas de figure qui est plus rare, c'est le CSE qui est employeur, c'est-à-dire que le CSE a des salariés, il édite des fiches de paye, il paye des cotisations sociales, et donc là, le CSE peut être contrôlé en tant qu'employeur, et en même temps, eh bien, il sera aussi contrôlé par rapport à ses activités. Hein. Le contrôleur fera d'une pierre deux coups. Ok, donc voilà, ça c'est un élément qui est important. De manière générale, il faut savoir que c'est l'entreprise qui est contrôlée. On dit qu'en moyenne, une entreprise est contrôlée tous les 3 ans. C'est pas exact. Ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend. Il y a des secteurs qui sont plus contrôlés que d'autres parce qu'ils sont plus à risque entre guillemets. Il y a des régions où il y a plus de contrôle que d'autres parce qu'il y a plus ou moins de contrôleurs URSSAF selon les régions, les départements et le nombre d'entreprises. Et puis à Lyon, on va avoir le cas dans lequel on peut devenir employeur ou l'être ponctuellement sans en avoir conscience, forcément. Exactement. Là, c'est un vrai risque. Attention, quand vous faites appel à des artistes, à bien vérifier que vous n'êtes pas leur employeur. Hein. Certains artistes ne sont pas, entre guillemets, très honnêtes sur le sujet. Ils vous font un devis et puis voilà, vous avez un devis, vous êtes content. Et le problème qui peut se poser, c'est que le devis n'est que pour leur prestation et vous en êtes, en fait, en acceptant le devis, vous en êtes l'employeur ponctuel. Et donc là, ça veut dire que vous devez payer des cotisations sociales qui vous seront envoyées dans un deuxième temps par l'URSSAF. Okay, donc bien faire attention à ça. Soit vous passez par des sociétés qui, elles, vont employer cet artiste, ou bien demander à l'artiste en amont le cas de figure et à ce moment-là, le vérifier. Vous avez la possibilité de vérifier et ensuite, vous devez faire la déclaration des cotisations sociales à payer. Donc attention à ça. Beaucoup de CSE tombent un petit peu dans le panneau, ils ne le savent pas. Ils regardent un devis, ils pensent que c'est une prestation et des fois, non, ils sont employeurs. Est-ce qu'on essaie un petit sondage, je crois, que nous avions prévu? Voilà. Oui. Alors, à la minute du sondage. Donc, on va vous faire un petit sondage pour vérifier si vous savez qui, dans vos effectifs, peut avoir le droit aux prestations du CSE. Donc, on va vous mettre le sondage en ligne. L'idée, c'est, on pose la question, est-ce que les salariés ont le droit de profiter des prestations du CSE? Est-ce que le conjoint et les enfants du salarié y ont droit? Est-ce que les parents du salarié y ont droit? Est-ce que le dirigeant de l'entreprise y a droit? Est-ce que le retraité de l'entreprise y a droit? Est-ce que le stagiaire y a droit? L'intérimaire également, et puis l'ancien salarié de l'entreprise. Voilà. Florent, je te laisse, merci. Lancez le sondage. On se donne une toute petite minute pour que vous répondiez. Il n'y a pas de piège. On va vous répondre derrière, mais c'est intéressant à l'instant T que vous puissiez donner votre perception. On vous laisse répondre. Alors, est-ce que vous voyez bien l'affichage du vote?
Je ne vous vois pas répondre. Ah, voilà. Je vous Ça laisse commence à répondre. arriver. Ça y est. On a des taux qui arrivent. Bon, vous êtes rapide. Merci. Il fallait que tout ça soit saisi. Et ça Ouais. sera intéressant. Alors, on va voir, hein, il y a beaucoup de questions que je garde pour la fin. On va gérer un timing serré. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de vrais besoins de clarification. Merci, Ali, de nous accompagner pour cette heure de clarification. On ne va pas tarder à analyser, si vous le voulez bien, le sondage. On y va. Top. On a déjà plus de 150 réponses. Florent, je te laisse stopper le sondage et on va regarder avec Ali. Allez. On y va. Donc, on va vous apporter les réponses. On reprend nos slides. Je te laisse clôturer. Florent, merci. Voilà. Alors, on y va. Donc, je vais vous apporter les réponses et puis on regardera un petit peu les résultats du sondage. Donc, alors, les réponses. Alors, qui peut profiter des avantages du CSE? Alors, tout d'abord, bien sûr, les salariés. J'ai vu tout à l'heure, il y avait 100% de réponses pour les salariés. Également, les anciens salariés. Alors là, c'est au CSE de mettre en place des règles. Vous savez que, par exemple, un ancien salarié a le droit, pendant une certaine période, à la mutuelle et éventuellement à la prévoyance. Voilà, c'est quelque chose qui existe. C'est la même chose pour le CSE. Donc, il faut le mettre dans vos règles. Alors, ça peut être de manière illimitée, ça peut être compliqué s'il y a beaucoup de turnover, ou pendant une période que peut définir le CSE. Et bien sûr, les enfants des salariés. OK? Donc ça, c'est le premier point. La famille du salarié et le salarié ont droit, et les anciens salariés et leur famille aussi ont droit. Maintenant, si on parle des parents du salarié, non, ils n'ont pas le droit aux prestations du CE. Par défaut, ça n'existe pas. OK? Ensuite, je vous parle du cas des couples mariés ou pacsés dans l'entreprise. Il y a des salariés qui se mettent en couple dans l'entreprise, ça arrive de manière régulière, et bien vous devez être équitable avec les deux. Les deux ont le droit à leur propre chèque cadeau, et chacun a son plafond individuel. Chacun a droit à ses 196 €, et ils vont cumuler les deux, mais ils sont vraiment considérés chacun comme un salarié à part entière. Ensuite, les stagiaires. Donc là, il y avait un petit piège, parce que je ne l'ai pas précisé. Il y a les stagiaires de moins de 2 mois et les stagiaires de plus de 2 mois. Les stagiaires de moins de 2 mois n'ont pas le droit aux prestations du CSE, sauf si le CSE a envie de leur donner, voilà, mais ça c'est un autre sujet. Mais les stagiaires de plus de 2 mois y ont droit, pour une raison très très simple, c'est qu'un employeur qui emploie un stagiaire de plus de 2 mois doit le rémunérer. Et à partir du moment où il est rémunéré, il est considéré de la même manière qu'un salarié qui paye des cotisations sociales, même si le stagiaire n'en paye pas. Donc, vous devez ouvrir les droits aux stagiaires de plus de 2 mois, donc 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois ou 6 mois, par exemple. On avait la question tout à l'heure, Ali, pour les stagiaires du stage découverte de quelques jours dans classe de 3e. Là, il n'y a pas de bénéfice des prestations et des CSE. Non, là, vous n'avez pas besoin de leur donner l'accès à la moindre activité. Ensuite, on a les retraités et les pré-retraités et leurs familles. C'est un peu comme les anciens salariés. Eux aussi ont le droit aux activités du CSE. Ensuite, on en arrive aux employeurs. Alors, les employeurs, il y a 2 cas de figure. Il y a un employeur qui est dans une entreprise en forme de URL ou SARL. Donc, c'est ce qu'on appelle un indépendant. Et lui, en fait, il n'est pas considéré comme salarié. Donc, il n'a pas le droit aux prestations du CSE. Et il y a le dirigeant de l'entreprise qui est en SASU ou en SAS, qui lui est assimilé salarié. D'accord? Donc, il cotise, et donc, à ce titre, il a le droit aux prestations du CE de la même manière que les autres salariés. Voilà. Donc, est-ce qu'on a un petit peu le résultat du sondage? Alors, on l'a dit tout à l'heure pour les alternances. Si Florent a accès aux résultats du sondage, sinon, ce n'est pas très grave. On va dérouler parce que le temps passe vite. Les alternants, les questions ont été posées tout à l'heure. Alors, les alternants sont considérés comme les salariés. Ils ont un contrat de travail. C'est un CDD ou un CDI. Généralement, c'est un CDD, le contrat d'alternance. Et ils ont le droit exactement aux mêmes prestations que les salariés. D'accord.
On Ok. regarde les Alors, résultats. je On vais a passer au deuxième les slide, parce que salariés, le temps passe vite. les salariés est à 98%, conjoints, enfants du salarié, 87%. Dirigeants, c'était plus discuté, les parents du salarié, 6%. Voilà les réponses qui étaient les vôtres. Ok, bon, on les publiera à titre indicatif, mais voilà, vous avez un petit peu les principes. Après, je reviens à la mission du contrôleur URSSAF. Okay, il est là pour, quand il vient vous contrôler, hein, il vient étudier les avantages qui sont octroyés. Son objectif, il est très simple, il est là pour rechercher des rémunérations cachées, des primes, globalement, qui ne respectent pas les tolérances et qui devraient donc subir les cotisations sociales. C'est ça son job, hein, quand il vient. Il vient pour vérifier que vous ne devez pas des cotisations sociales. OK, donc, quand vous êtes contrôlé, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez lui présenter des documents. Alors, il y a plusieurs pièces. La première, c'est les PV du CSE qui reprennent, entre guillemets, les prestations que propose le CSE, les conditions. La comptabilité du CSE, donc la comptabilité de l'année en cours et les 3 années précédentes. Ces 3 années en comptabilité peuvent être archivées sous forme de support numérique. On peut les éditer ou les imprimer ou lui fournir. Okay, et en même temps, il faut avoir l'année en cours avec, bien sûr, tous les justificatifs. C'est les justificatifs qui sont importants. Donc, il faut bien avoir les justificatifs. Vous faites un remboursement au salarié, vous devez avoir une vraie facture au nom du salarié et pas un ticket de bus ou un ticket de métro qui ne justifie pas que ce soit le salarié qui a acheté ce ticket. OK, et puis tous les documents que vous pouvez lui mettre à disposition qui vont lui permettre de comprendre comment proposer, présenter les activités avec les conditions que vous avez. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un règlement intérieur ou un guide du CSE. Ou ça peut être aussi les pages que vous avez sur votre site internet. Alors, j'en viens aux principaux redressements des CSE par l'URSSAF. 1, les aides diverses, il n'y a pas de justificatif valable. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Un ticket de cinéma n'est pas un justificatif valable. Ce ticket, le salarié peut l'avoir trouvé, ça peut être celui qui a été donné par sa belle-mère ou son cousin. Il n'y a rien qui justifie qu'il a été au cinéma. Donc, il faut avoir un vrai justificatif qu'on fait du remboursement. Les restaurants d'entreprise et cantines, bien faire attention à respecter les limites. Ça doit être entre 50 et 60% de la valeur nominale du titre que vous donnez, que l'employeur donne, et vous ne pouvez pas excéder 7,26 € pour 2025. Donc, ne pas dépasser, sinon vous avez risque de cotisation sociale. Okay, donc, ce serait dommage. Les cadeaux, si on dépasse les plafonds, on les a vus tout à l'heure. Les cartes de réduction tarifaire, okay, doivent être rattachées à des prestations destinées à favoriser les activités sociales-culturelles. Voilà, ce que je veux dire par rapport à ça, si vous faites des cartes de réduction qui sont pour du loisir, pour du cinéma, pour de la billetterie, etc., c'est bon. Si c'est des cartes qui permettent de faire ses courses, vous avez, je sais pas, pour avoir le contrôle technique moins cher, vous avez un risque de redressement d'URSSAF. Le financement d'une plateforme de réduction tarifaire. Si l'offre proposée globale n'a pas un caractère social et culturel, l'abonnement risque d'être soumis à cotisation sociale et culturelle. Donc, bien faire attention. 1, la plateforme, elle ne passe pas sur le budget de fonctionnement, mais sur le budget des ASC. Voilà, donc ça c'est un point important. Et 2, bien faire attention qu'elle offre bien des avantages sur tout ce qui est loisirs, culture et sport. Alors, les principaux redressements qu'on a vus, il faut bien comprendre, ce sont les conditions d'attribution des avantages alloués par le CE et non l'avantage en lui-même qui guide l'appréciation de l'URSSAF. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire, ce n'est pas le fait que vous donniez des chèques cadeaux qui risque de vous faire, risque que vous ayez un redressement, c'est les conditions d'attribution. Si vous donnez un chèque cadeau de 150 € pour l'événement Noël, pour le salarié, pas de risque de redressement. Si vous donnez un chèque cadeau de 200 €, vous donnez un chèque cadeau qui n'est pas lié à un événement, vous le donnez je ne sais pas, au mois de mai, qui n'a aucun lien avec aucun événement, ou je ne sais pas, au mois de juillet, vous avez un risque de redressement, même si vous êtes à 150 €. Donc, il doit y avoir, par exemple, pour les chèques cadeaux, un événement et en même temps de l'événement, le montant, le plafond des 5%. Voilà, c'est ça que va considérer le contrôleur URSSAF et non pas juste la prestation. Je vais vite. Alors, les cadeaux et bons d'achat, c'est ce que je vous dis aussi, doivent être en rapport avec l'événement. Donc, par exemple, Noël, ça doit être dans les rayons jouets, livres, rentrée scolaire, c'est dans les fournitures scolaires, les vêtements. Voilà, il doit y avoir une mention spécifique sur le chèque cadeau qui est donné aux salariés. Il ne doit pas être échangeable contre du carburant ou des produits alimentaires
à l'exception des produits alimentaires dits de luxe. Donc là, c'est un très, très particulier. C'est là où je dirais que ça ne fait pas clair. Le saumon et le foie gras sont des produits de luxe, même si on peut en manger toute l'année. Et si le salarié achète une bouteille de soda ou des yaourts, ce n'est pas un produit de luxe. Voilà. Donc, c'est compliqué quand même à prendre en compte. Je pense qu'il devrait quand même être un peu plus tolérant à ce sujet. Ce serait plus simple pour tout le monde. Ensuite, la portée du contrôle. Donc, en principe, l'inspecteur du recouvrement ne peut pas revenir sur une période déjà contrôlée. Si votre entreprise et le CSO ont déjà été contrôlés, il ne peut pas revenir dessus parce que voilà, ça a déjà été fait. En plus de ça, il ne peut pas revenir sur une décision qui a été prise par son prédécesseur. Ok ? Donc, si vous avez un document d'un ancien contrôle qui dit que vous pouvez faire ça, c'est bon. Mais si vous n'avez pas de document, ça sera plus compliqué à faire accepter. Maintenant, il y a quand même des exceptions. Si le précédent contrôle a émis des réserves, des réserves ont été formulées, vous avez mis en place une activité, il a eu de la tolérance, vous avez dit c'est pas grave pour cette fois, mais vous devez faire ça, ça, ça pour les prochaines années. Eh bien, si vous ne l'avez pas fait, là, vous avez quand même un risque de redressement. Si des éléments ou des faits nouveaux sont intervenus depuis le précédent contrôle et que là, on découvre par exemple une fraude ou le rejet de la comptabilité, eh bien là, le contrôleur peut remonter un peu plus loin pour voir si cette fraude ou ce contrôle qui avait été fait était suffisant ou pas. Et donc là, le redressement peut être plus large. Mais par défaut, dans 95% des cas, ça sera un contrôle sur l'année en cours plus les 3 années précédentes, sauf si vous avez un contrôle il y a 2 ans, et à ce moment-là, il ne reviendra que sur les 2 dernières années, plus l'année en cours. Alors, ok. J'ai pas mal de questions, Ali. On les traite maintenant. Je prends les principales. Allez, on y va. On se prend quelques minutes. On se laissera une minute pour l'inscrit. Absolument. Bon, il y a une question qui est beaucoup revenue. Quand on a un couple qui travaille dans la même entreprise, les chèques dans le plafond des 196 € sont-ils applicables pour chaque parent? C'est-à-dire, le chèque rentrée scolaire, j'ai 2 parents salariés de l'entreprise. Est-ce que c'est 2 fois 196 € pour le même événement? Alors là, vous avez une petite… vous m'entendez? J'ai une petite coupure. Oui. Ouais, donc alors là, c'est un cas un peu particulier qui est pas si clair que ça, voilà. Donc un enfant qui a ses 2 parents qui travaillent dans l'entreprise, est-ce qu'il a droit à un chèque cadeau ou 2 chèques cadeaux? Par principe, je vous dirais que la règle est de dire que si les 2 salariés ont droit aux prestations, eh bien l'enfant devrait avoir le droit aux 2 cadeaux. Pour être tranquille. Pourquoi? Parce que, je vais prendre une référence, hein, si les 2 salariés travaillent dans des entreprises différentes, l'enfant aurait eu droit à 2 de la même manière. Donc là, pour éviter une discrimination, je vous dirais que oui, c'est 2 cadeaux ou 2 bons d'achat. Et est-ce qu'on peut soumettre au quotient familial les critères d'attribution? Est-ce que c'est discriminatoire ou pas? Non, ça ne l'est pas. Voilà, ça fait partie des critères que vous pouvez mettre en place. La notion du quotient familial, c'est à peu près la moitié des comités d'entreprise qui demandent la feuille d'imposition aux salariés et qui vont, entre guillemets, donner des prestations avec des tranches ou une règle qui va avantager ceux qui ont le moins de revenus par rapport à ceux qui en ont le plus. Après, il y en a d'autres critères qu'il est possible d'avoir quand on ne peut pas accéder aux revenus, parce que ça reste quand même un sujet un peu tabou pour les salariés. Hein. Je peux être, par exemple, moi, je peux avoir un petit revenu dans l'entreprise, mais mon épouse est cadre et elle a un gros salaire, donc je n'aurai pas les mêmes avantages. Donc, c'est un peu compliqué pour certains CSE. Il y a d'autres critères. Ça peut être le coefficient professionnel. Certains l'utilisent, mais là aussi, il n'est pas lié à la rémunération. Il y en a qui vont demander à l'employeur des tranches de rémunération A, B, C, D, E, F, par exemple. Il y a la notion de cadre, non-cadre aussi qui est utilisée. Donc voilà un petit peu. Après, ça peut être la composition familiale, un enfant, 2 enfants, 3 enfants, etc. Voilà. Et on avait dans les questions, quelqu'un disait, mais si la personne ne produit pas l'avis d'imposition qui permet de déterminer le quotient familial, par exemple, est-ce qu'on peut réduire
Et est-ce que les critères d'attribution peuvent réduire l'aide ou Oui, oui, oui. Alors, on revient au point de départ qu'on avait tout à l'heure. Il ne doit pas y avoir discrimination. Même quelqu'un qui ne vous remet pas sa feuille d'imposition a le droit à quelque chose. Maintenant, il a le droit à ce que vous lui donnez. C'est-à-dire que vous allez créer, par exemple, plusieurs tranches. Je prends la première tranche, les plus bas revenus, par exemple, 50%, une deuxième 40, 30, 20. Et puis, je peux mettre une tranche par défaut où c'est 10%. C'est-à-dire 10% pour ceux qui ont les plus hauts revenus et ceux qui ne me donnent pas la feuille d'imposition. Donc voilà, par défaut, si on ne me la donne pas, je suis dans cette tranche. Mais il doit y avoir une subvention, une participation qui est donnée aux salariés. Donc ça peut être 10, ça peut être même moins, ça peut être 5, mais je ne peux pas donner 0. Question classique, mais qui est revenue plusieurs fois. Est-ce que les intérimaires ont droit aux prestations du CSE? Lequel? Quel CSE? Alors théoriquement, les intérimaires ont leur CSE, puisqu'ils viennent du Adecco, Adia et d'autres, Randstad ont leur CSE et l'intérimaire a le droit aux activités de son CSE. Donc théoriquement, il a un CSE. On pourrait peut-être partir du principe que s'il n'a pas de CSE, ce qui me paraît compliqué, peu probable, on pourrait dire qu'il pourrait accéder aux activités. Mais comme il a un CSE, ça ferait doublon. Enfin voilà, il n'y a pas de raison de lui donner s'il a un CSE, et c'est facile à savoir. Hein. Enfin voilà, s'il est dans une grande, c'est une grande boîte d'intérim, comme je vous ai cité Randstad par exemple, il y a nécessairement un CSE et il a droit aux prestations de son CSE. Est-ce qu'on peut avoir des critères de points ou d'attribution en fonction de critères objectifs, mais de bénéfices de prestations de l'année antérieure? Oui, tout à fait, c'est tout à fait envisageable. Si par exemple, c'est souvent le cas pour les vacances. Je vais prendre les vacances, je fais par exemple, j'ai des linéaires, et pour les linéaires, j'ai plein de salariés qui vont me demander les mêmes semaines, celles des périodes scolaires, ou si j'organise des voyages, il y a beaucoup de monde qui s'inscrit, je peux mettre un système de points. Ce système de points va me permettre, par exemple, de prioriser, de dire, par exemple, je cumule des points à chaque fois que je pars en voyage avec le CSE, ou au contraire, ça va défalquer des points, et celui qui a le moins de points, par exemple, sera prioritaire par rapport à celui qui aurait le plus de points. Voilà. Donc ces systèmes existent, ça se gère dans les logiciels, nos confrères le font, on le fait également dans nos produits. Hein. C'est des systèmes qui permettent de lisser les prestations sur plusieurs années. Et d'assurer des éléments objectifs d'attribution et la traçabilité dans le temps. On est capable de voir exactement. Donc, exactement. On peut garder cet historique d'inscription. Est-ce qu'on peut aider au financement d'un voyage non organisé par le CSE? Bien sûr, c'est du remboursement. En fait, le salarié peut avoir le droit, entre guillemets, à participer aux activités que propose le CSE en lui-même, un voyage ou de la billetterie. Il peut les prendre sur une plateforme que le CSE subventionne. La billetterie, pareil, des vacances, des voyages, des locations, des linéaires et autres. Et vous pouvez mettre en place aussi une règle qui dit que vous remboursez. Avec une règle aussi, vous remboursez par exemple à hauteur de 50% du montant de la facture, plafonné par exemple à 200 €. Et là, il vous faut vraiment un vrai justificatif, comme je vous l'ai dit. Il faut une vraie facture avec un numéro de SIRET pour identifier l'entreprise. Le contrôleur pourrait contacter l'entreprise pour vérifier que la facture est bien valable, avec un montant et avec les coordonnées du salarié, son nom et éventuellement son adresse, pour identifier que cette facture est bien la sienne et qu'elle n'est pas celle de quelqu'un d'autre qui présente et qui n'aurait pas dépensé la somme. Je reprends une ou deux questions pour vite qu'on traite quand même le rescrit. Je suis désolé, on va déborder de quelques minutes, mais il est important de répondre au maximum de questions. Quid, quand on utilise un prestataire et que la solution du prestataire permet d'accéder à des prestations parfaitement éligibles, non socialisées, et d'autres plus contestables, est-ce que le fait d'utiliser un prestataire protège le CSE contre un mauvais usage ou un usage contestable ou pas? Alors, il faut que votre prestataire vous justifie bien du produit ou du service qu'il vous propose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il vous dise, si c'est une plateforme où il y a de tout et n'importe quoi, par exemple, qui justifie bien que les produits auxquels accèdent les salariés rentrent bien dans les tolérances. Donc, il faut que vous ayez un
quelque chose qui justifie. De la même manière, si un chèque cadeau, comme je vous dis, il faut qu'il soit lié à l'événement, qui vous donne un justificatif qui indique bien que c'est utilisable dans tel rayon, tel rayon, tel rayon. C'est ça qui va vous protéger vis-à-vis de l'URSSAF. On a, nous, déjà eu le cas de figure de contrôle de clients et on a apporté ces justificatifs aux contrôleurs pour bien démontrer l'usage qui a été fait entre guillemets, du chèque cadeau et qu'on est bien dans les rayons qui ont été déterminés par l'URSSAF. On garde les 5 minutes qu'on s'octroie pour répondre et parler surtout du rescrit. Comment est-ce qu'on évite les pièges de la réglementation URSSAF? Alors, je vais être très rapide, mais vous aurez le support. Donc, quand vous avez un contrôle, bien faire attention à réagir rapidement à l'avis. Donc, il faut être prêt, disponible le jour J pour le contrôle. Bien vérifier que vous avez bien tous les documents disponibles ce jour-là à lui présenter. Ne préparez que les documents qu'il vous demande. Ça sert à rien d'aller chercher des choses qui n'ont rien à voir avec les règles du CSE. Voilà, ça c'est important. Et si vous aviez eu un contrôle précédemment, ramenez aussi les conclusions du précédent contrôle. Si le contrôle s'est bien passé, c'est un petit plus pour vous. Par rapport à ce que vous allez faire. Et puis, bien sûr, tenir une comptabilité à jour, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas à jour le jour de contrôle, essayez de rattraper votre retard pour que la comptabilité soit disponible au moins jusqu'à la semaine ou le mois avant le contrôle, qui puisse vérifier le mois précédent et les mois qui sont également passés. Donc voilà, ça c'est le moyen de bien être prêt. Ensuite, est-ce qu'on fait le petit sondage? Non, on va zapper le sondage. Je pense. La question avait été, est-ce que vous avez déjà utilisé la procédure du rescrit? On va passer cette question. L'idée, c'était de savoir, est-ce que vous connaissez le rescrit ou pas, le rescrit social? Le rescrit social a un gros avantage. Comment? Oui, le vrai sujet, c'est ça, c'est que le rescrit… Oui, on vous entend bien, Ali. Le vrai sujet du rescrit, c'est qu'on a un instrument pour fiabiliser la situation. Je vous laisse dérouler, Ali. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que quand vous voulez mettre en place une activité sociale et culturelle, il suffit en fait de contacter l'URSSAF, dont vous dépendez. Donc voilà, par exemple, nous, on est en Île-de-France, c'est l'URSSAF de Montreuil. Donc, vous en avez une par région. Et vous faites un rescrit. Donc, vous le faites vous-même. Vous pouvez aussi passer par un avocat du travail. Et puis, vous allez poser précisément votre question. Voilà. Et l'URSSAF doit vous répondre par écrit par rapport à cette question. Et cette réponse est importante parce qu'elle va vous orienter dans les règles que vous allez mettre en place dans vos activités. Elle va vous orienter, est-ce que je fais cette prestation ou pas? Et elle va tout simplement faire disparaître le risque de redressement qu'il pourrait y avoir. Je vais vous donner un exemple très concret qu'on a eu avec un de nos clients. On a une carte qui s'appelle la carte Suzy Vacances. C'est une carte de vacances et un de nos clients voulait être certain qu'il pouvait utiliser cette carte pour les vacances et qu'il n'y avait pas de risque. Eh bien, l'URSSAF lui a répondu et lui a répondu en expliquant que si cette carte ne sert qu'aux prestations de vacances, loisirs, culture, sport, et qu'on peut retracer l'usage qu'elle en est fait, eh bien, il a tout à fait le droit d'avoir sa subvention vacances, loisirs, culture, sport dans cette carte. Voilà, tout simplement. Donc, là, c'est très clair, c'est établi, et donc ce qui a permis à ce client de mettre en place cette carte par la suite sans avoir le doute ou l'inquiétude qu'on pourrait en avoir quand on met une nouvelle activité en place. Une question toute simple de Florence. Quand on pose une question, non, c'était Christophe, pardon. La question posée sur le site de l'URSSAF, dans l'espace du CSE, notamment quand le CSE est employeur, donc il a son espace URSSAF, est-ce que ça vaut rescrit ? C'est-à-dire la réponse non. sur l'utilisation, juridiquement, ce n'est pas un rescrit si on n'utilise pas… Non, ce n'est pas un rescrit. Non, ce n'est pas un rescrit. Donc là, l'employeur qui pose la question dans son espace, il a une information. Là, le rescrit, c'est d'avoir un document papier où il y a entre guillemets une analyse de votre question et un document officiel qui vous est renvoyé directement. Voilà. L'espace de l'employeur, ce n'est pas celui du CSE en tant que tel. Bon, en sachant quand même que ça peut être un commencement de preuve par écrit dans un contentieux éventuel, ça existe, oui. Ça n'a pas valeur de rescrit.
Voilà. Non, non, il n'y a pas de valeur de risque. Mais enfin, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est important quand vous allez mettre en place des activités, si vous avez un doute qu'il y a un risque, de contacter l'URSSAF. Vous n'avez rien à perdre à le faire, sauf si ce que vous allez faire est bancal. Donc là, oui, ça peut poser un problème. Mais mieux le savoir, si vous le saurez. Voilà. Mais voilà, si vous voulez mettre en place une activité ou si on vous propose une activité, un prestataire, et que vous avez un doute et que lui-même n'a pas de rescrit, parce qu'il peut aussi avoir un rescrit qui dit que son activité rentre également dans le cadre, le prestataire lui-même peut faire un rescrit, demander un rescrit social. Sinon, vous le demandez et sous quelques semaines, généralement peut-être 1 ou 2 mois maximum, vous aurez une réponse de l'URSSAF. Pour finir, mon cher Ali, on va garder une petite question plaisir pour la fin. Est-ce qu'il est possible d'utiliser la carte Sweezy dans les restaurants comme les titres ANCV? Non. Non, voilà, donc ça n'est pas encore. Il y a beaucoup de. Non, on n'a pas le droit. En fait, le chèque vacances, il est édité par l'ANCV, l'Agence nationale des chèques vacances. D'accord? Donc, c'est une structure semi-publique et il n'y a que l'ANCV qui émet des chèques vacances. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut les émettre et c'est l'ANCV qui a une tolérance pour utiliser le chèque vacances en restauration et notamment en restauration de vacances. Hein, c'est ça l'objectif. Hein. Même si ça va un petit peu plus loin, la base, c'est ça. Maintenant, nous, la carte Sweezy Vacances, c'est une carte, comme les autres cartes de vacances, c'est une carte qui en fait, représente la subvention vacances, loisirs, culture, sport. Et donc, dans les 4 mots que je vous ai dit, il n'y a pas restauration. Donc, je ne peux pas avoir cet usage de restauration dans cette carte, on n'a pas le droit. Maintenant, voilà, c'est un petit peu ce qui manque à cette carte, mais de l'autre côté, il y a quand même beaucoup d'avantages parce que cette subvention, elle peut être utilisée sur Internet, elle n'est pas limitée dans les prestataires, vous pouvez prendre un gîte, vous pouvez prendre un hôtel, vous pouvez aller voir un concert à l'étranger parce que c'est une Mastercard internationale, donc elle a plein d'avantages, mais si c'est pour la restauration d'entreprise, c'est pas le bon produit, et là, je vous orienterai plus vers le chèque ANCV. Bon. Merci, mon cher Ali. On a dépassé 10 minutes, ce qu'on évite de faire, mais vos questions étaient extraordinairement nombreuses. C'est une bonne nouvelle. On reste à vos côtés. J'ai envie de dire un grand merci à vous tous qui avez répondu à l'appel à la fois de CSE Matin et de nos amis de Sweezy ce matin. Je pense qu'on peut se dire avec Ali qu'on programmera probablement un autre webinaire parce qu'il y a matière à continuer à explorer, conforter. Il y a encore eu des questions sur les 196 € par événement, plafond annuel. On le redit pour la dernière fois, peut-être avant de se quitter, Ali. Oui, c'est par événement. Donc, vous avez les événements naissance, adoption, mariage, Pax. Vous avez fête des mères, fête des pères, rentrée scolaire, la Saint-Nicolas, les Catherinettes et puis Noël adulte et Noël enfant jusqu'à 16 ans révolus. Voilà. Un grand merci, mon cher Ali. Merci à tous. Je vous rappelle que vous retrouverez le webinaire et n'hésitez pas pour vos amis élus qui n'auraient pas eu la possibilité de se libérer de leur recommander ce webinaire. Vous aurez accès également depuis cette page à la présentation qui a été conçue avec nos amis de Sweezy. Quant à moi, il me reste à vous remercier. Nous vous retrouverons avec plaisir pour l'actualité des CSE sur CSE Matin et probablement pour un prochain webinaire, mon cher Ali. Merci. Avec grand plaisir. Merci à vous et n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées si vous avez des questions. Voilà. Merci. Bon courage à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Ok, bon. Ça se termine dans 8 secondes, mon cher Ali. Ok. Et nous avons